Je me souviens encore de l'odeur du risotto brûlé, ce soir-là. Un parfum âcre qui s'accrochait au mur de notre appartement, comme une promesse brisée. Mon mari, Marc, venait de prononcer ces mots avec une froideur que le temps n'a pas effacée. Tu es devenu un fardeau. Il les avait dit, et dans son regard, je n'avais vu aucune once de doute, seulement une lassitude. Longtemps, je m'étais tu, laissant mes actions parler, mon silence n'était pas un signe de faiblesse, mais un chemin où mes observations prenaient une forme nette. Il aura fallu cette destruction pour que je comprenne l'étendue de son erreur, de son jugement hâtif sur ma valeur, sur qui j'étais véritablement. Ce n'est qu'après que tout se fut effondré que la vérité, brute et indéniable, s'est enfin révélée, non à lui, mais à moi. Mon monde venait de basculer, et pourtant, l'air n'avait jamais été aussi clair. À 34 ans, mon nom est Aurore Dubois. J'ai un jour été une étudiante brillante en architecture, pleine d'ambition et de rêves audacieux. Aujourd'hui, je me tenais là, dans le faste opulent du théâtre du Châtelet à Paris, un lieu que je connaissais plus par les récits que par la réalité. Autour de moi, l'air vibrait du murmure feutré de l'élite parisienne, un mélange d'investisseurs, de politiciens et de capitaines d'industrie, leurs robes de soirée chatoyantes et leurs costumes impeccables formant un tableau étincelant. Je portais une robe empruntée, une soie bleu profond que mon amie Sarah m'avait forcé à acheter, et chaque fibre de mon être criait que je n'étais pas à ma place, comme un fantôme errant dans un palais où l'on ne me voyait pas, hanté par un passé que je ne pouvais effacer. C'était la soirée de gala du prestigieux prix Fournier Vision Urbaine, un événement que je n'aurais jamais imaginé fréquenter. Mon cœur battait la chamade, moins par excitation que par une appréhension sourde, le sentiment persistant d'être une imposture. Puis, la voix de l'hôte, une ancre célèbre, résonna dans la salle, traversant le brouhaha des conversations, forçant le silence. Elle annonçait le lauréat, et chaque mot se planta dans l'air comme une flèche. Et notre dernière finaliste, une innovatrice new-yorkaise, Mademoiselle Aurore Dubois, pour le projet Phoenix. Un applaudissement poli, presque discret, suivit. J'étais l'inconnu, l'outsider. Mon cœur s'arrêta. Mon nom. Entre tous ces géants, ces architectes de renommée mondiale, ces visionnaires dont les noms résonnaient dans l'industrie, comment était-ce possible? Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je ne pouvais y croire. Était-ce une erreur? Devrais-je juste rester assise, invisible? Puis l'autre répéta, avec une emphase plus forte, le lauréat du prix inaugural Fournier et de la subvention d'1 million d'euros est Aurore Dubois pour le projet Phoenix. Le monde se brouilla en un vacarme lumineux, la joie de Sarah à mes côtés devint un cri aigu, assourdissant. Je me sentais aspiré par un tourbillon, un mélange de choc, de doutes et d'une espérance folle, mais cette fois, je me levai. Je me souviens d'une époque où l'architecture était mon souffle, mes mains toujours prêtes à esquisser, mon esprit bouillonnant d'idées audacieuses. À l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, j'étais une étudiante passionnée, persuadée que chaque ligne tracée pouvait changer le monde, ma petite partie du monde du moins. C'est là que j'ai rencontré Marc Lefebvre. Il était charismatique, son regard pétillant de rêves d'entrepreneuriat, sa voix pleine de promesses d'un futur que nous construirions ensemble, main dans la main, brique par brique. Son ambition, je la trouvais électrisante. Je l'aimais, et je croyais en nous, en ce que nous pouvions devenir. Quand Marc a décidé de lancer sa start-up FinTech et de poursuivre un MBA, il fallait des sacrifices. Il fallait choisir. Mes grands projets, ceux qui remplissaient mes carnets de croquis et mes nuits blanches, je les ai mis de côté. Je me suis convaincu que c'était une pause temporaire, un soutien nécessaire. J'ai commencé à accepter des petits contrats de design indépendants, des consultations mineures, juste assez pour maintenir un flux de revenus stable tout en lui consacrant mon énergie, mon temps, ma foi. Les premières années de notre mariage furent ainsi. J'étais son pilier, son soutien discret, gérant notre modeste appartement dans le Marais, apportant ma contribution financière, et surtout, croyant en son rêve de lancer son entreprise. Je me souviens des longues soirées passées à le voir penché sur ses dossiers, son front plissé par la concentration. Je lui préparais des risottos, des plats réconfortants,
massait ses épaules après des semaines de 100 heures de travail. Son rêve est notre rêve, me disais-je. Son succès sera le nôtre. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un investissement dans notre amour, dans notre avenir. Le temps passait, et mes propres ambitions, autrefois si vives, s'estompaient doucement, laissant place à une acceptation silencieuse. L'amour, pensais-je, est aussi fait de cela, de se fondre l'un dans l'autre, de se donner sans compter. 10 années s'écoulèrent ainsi, 10 années où ma vie d'épouse fut une danse constante entre mes responsabilités quotidiennes et le soutien inconditionnel à Marc. Je jonglais avec 2 emplois à temps partiel, des petits boulots qui me permettaient de payer le loyer de notre appartement dans le Marais, un quartier que j'adorais pour son histoire et son charme, mais dont le coût devenait chaque année plus lourd. Je contribuais à son rêve en finançant ses besoins, car sa start-up ne rapportait pas encore, ou du moins, c'est ce qu'il me disait. Je me retrouvais souvent à coder le front-end de son site web, car nous ne pouvions pas nous permettre d'embaucher un développeur. Je l'aidais à préparer ses présentations pour les investisseurs, corriger ses diaporamas jusqu'à l'aube, organiser son agenda personnel, et même ses rendez-vous professionnels. Mes contributions étaient vastes, essentielles, mais jamais, au grand jamais, elles n'étaient reconnues ou même mentionnées. Marc, lui, était de plus en plus absent, emporté par le tourbillon de son nouveau monde. Il passait ses soirées à faire du réseautage dans les restaurants étoilés parisiens, des lieux où l'addition d'une seule soirée dépassait mon salaire mensuel. Ses week-ends s'étiraient sur la Côte d'Azur ou à Deauville, au bras de capital risqueurs et de leurs familles, des mondes que je ne pouvais même pas imaginer. Je restais seul dans notre appartement, veillant sur un risotto que j'avais mijoté pendant 1 heure, espérant son retour, un simple baiser, un regard. Mais il ne partageait plus les petites choses, les confidences intimes de nos journées. Il ne parlait que de ce nouveau monde qu'il conquérait, un monde où je n'avais clairement pas ma place. Une fatigue sourde s'installait en moi, une solitude poignante que je n'osais pas exprimer. Je me sentais de plus en plus transparente, invisible, comme un meuble dans sa vie, utile mais sans voix, sans âme. Je me disais que c'était une phase, que le succès apporterait l'équilibre, que Marc était simplement submergé par le travail. Mon silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une forme de résilience, une tentative désespérée de préserver la paix, de maintenir une foi aveugle en la promesse de ce futur que nous devions construire ensemble. Je me nourrissais de cette illusion, de cette pensée que tout cela finirait par valoir la peine, que mon amour, ma patience, mes sacrifices seraient un jour récompensés. Le soir où Marc est rentré, il était 20 heures, et une pluie fine frappait doucement la fenêtre de notre appartement. Le seul bruit était celui du risotto qui mijotait, que je préparais avec soin depuis 1 heure. 10 ans de ma vie avaient été consacrés à lui, à ses ambitions. Il n'est pas entré avec la démarche fatiguée habituelle, mais avec une posture raide, froide. Il portait un nouveau costume, un gris anthracite profond, confectionné par une boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré, un que nous ne pouvions pas nous permettre. Il n'a pas jeté sa mallette près de la porte, il l'a posée délicatement, comme si elle contenait quelque chose de sacré. Mon cœur s'est serré. Marc était en retard, et le risotto était. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Il est passé devant moi, sans un baiser, sans même un regard. Il est allé droit au bar modeste et s'est versé 3 doigts de notre meilleur scotch, la bouteille que nous gardions pour une occasion spéciale. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, un nœud de glace se formant dans mon estomac. Que se passe-t-il, lui ai-je demandé. La réunion s'est mal passée. Il a laissé échapper un rire court, sec. La réunion. Oh non, la réunion s'est parfaitement déroulée. Le premier tour de financement est bouclé. Nous avons 15 millions d'euros. Une vague de soulagement aurait dû me submerger, mais elle n'est pas venue. La glace dans mon estomac est devenue plus froide encore. Marc, c'est tout ce pourquoi nous avons travaillé. Pourquoi as-tu l'air si malheureux? Il a pris une longue gorgée de scotch, se tournant vers moi. Ses yeux, autrefois si chaleureux, étaient maintenant plats, comme des pierres polies. Nous n'avons pas travaillé pour cela, Aurore. J'ai travaillé. Toi, tu étais là, a-t-il dit. Là,
ai-je répété, la gorge nouée. J'ai eu 2 emplois pour que nous puissions garder ce toit au-dessus de nos têtes pendant que tu construisais ton dossier. J'ai codé le front-end de ton site web parce que nous ne pouvions pas nous offrir un développeur. Tu as été une distraction, m'a-t-il coupé, sa voix précise et cruelle. J'ai fait du réseautage, Aurore. J'ai dîné dans les restaurants étoilés parisiens. J'ai fait des week-ends à Deauville avec des capital risqueurs. J'entre dans un nouveau monde. Et ce monde exige un autre genre de partenaire. Le sol a vacillé sous mes pieds. De quoi parles-tu? Un autre genre. Marc, qu'as-tu fait? J'ai fait ce qui était nécessaire, a-t-il dit en posant son verre. Il est allé dans la chambre et est revenu avec une valise neuve, en cuir. Tu pars, ai-je murmuré. Le risotto a commencé à brûler sur la cuisinière, mais je ne pouvais plus bouger. Je passe à autre chose, a-t-il corrigé. Les nouveaux investisseurs, ils aiment une certaine image. Chloé de Montaigne, c'est la fille de notre principal investisseur. Elle comprend ce monde. Elle en fait partie. Toi, tu es toujours la fille de Montreuil qui pense qu'une grande soirée, c'est partager une pizza. Chaque mot était un coup physique. Alors c'est ça. 10 ans. 10 ans de ma vie, ma carrière sacrifiée. C'est fini juste parce que je ne suis pas une montagne. Marc a soupiré, un son d'impatience profonde. Il a ramassé sa mallette et son sac. Il s'est arrêté à la porte, et ce fut le moment qui resterait gravé dans ma mémoire pour toujours. Il a jeté un regard en arrière, non pas avec tristesse ou culpabilité, mais avec un air de pitié sincère et épuisé. Écoute, Aurore, je ne peux plus te porter. Je suis sur le point de devenir quelqu'un de très important. J'ai besoin de quelqu'un qui peut suivre, pas de quelqu'un que je dois traîner. Il a ajusté la prise de son sac. Tu es devenu un fardeau, et j'en ai fini de le porter. Il a ouvert la porte. Les papiers du divorce te seront envoyés, a-t-il dit. Mon avocat s'occupera de tout. C'est mieux ainsi. Tu seras plus heureuse avec les tiens. La porte s'est refermée. Le verrou a tourné. Le silence qui a rempli l'appartement était absolu, brisé seulement par le sifflement et le crépitement du risotto brûlé sur la cuisinière. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine, l'odeur du riz arborio carbonisé emplissant mes poumons. Il ne m'avait pas seulement quitté. Il m'avait défini. Un fardeau. La première semaine fut un brouillard d'incrédulité. La seconde, une marée de détails logistiques. Marc, il s'est avéré, avait été méticuleux. Les papiers de divorce arrivés par coursier étaient simples, non négociables. Il se montrait généreux, avait écrit son avocat, un requin d'un cabinet d'avocats d'affaires de la place Vendôme. Il ne contesterait pas que je garde l'appartement, un appartement dont mon héritage de ma grand-mère avait fourni la compte. Sarah Jenkins, ma meilleure amie et une assistante juridique coriace, s'est assise à la table en bois usé, triant les papiers avec moi. C'est trop facile, Aurore, a dit Sarah, le front plissé. Un homme comme Marc, qui vient de te traiter de fardeau, ne s'en va pas comme ça en te laissant l'actif principal. Il y a un piège. Le piège est arrivé 3 jours plus tard. Il n'est pas venu dans une élégante enveloppe d'un cabinet d'avocats. Il est arrivé dans une rafale d'enveloppes rouges en colère provenant d'une demi-douzaine de grandes banques d'investissement françaises et de prêteurs privés. C'étaient des avis de recouvrement. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, mes mains tremblantes en ouvrant le premier. Une grande banque d'investissement française, en retard de 150 000 euros. C'est une erreur. Mais ce n'était pas une erreur. L'enveloppe suivante venait d'un prêteur différent. Et la suivante. Sarah les a étalés sur la table. Ce n'étaient pas seulement des prêts commerciaux. C'étaient des prêts personnels à taux d'intérêt élevés, à court terme. Le genre que l'on obtient quand on est désespéré. Aurore, a dit Sarah, sa voix pâle. Regarde le signataire principal sur ceci. Mes yeux ont parcouru les petits caractères. Ma vision s'est troublée.
Mon nom, Aurore Dubois, mon numéro de sécurité sociale, ma signature. Je n'ai jamais signé cela, ai-je balbutié. Jamais. Il les a falsifiés, a murmuré Sarah, son visage se durcissant. Ce salaud. Il n'a pas obtenu son premier tour de financement de 15 millions d'euros. Il a été rejeté. Il finançait sa start-up, ses costumes, ses dîners dans les restaurants étoilés parisiens, ses voyages à Deauville avec des prêts personnels à ton nom. La promotion était un mensonge. Le nouveau monde était une fantaisie. Les 15 millions d'euros n'étaient pas pour son entreprise. C'était l'investissement du père de Chloé de Montaigne. Et le prix d'entrée était apparemment ma sortie. Marc ne m'avait pas seulement quitté. Il avait systématiquement vidé mon existence financière. La générosité de me laisser l'appartement était une dernière blague cruelle. Les prêts totalisaient plus de 500 000 euros. Ils étaient tous garantis par l'équité de l'appartement. Il ne m'avait pas laissé l'appartement. Il m'avait laissé une prison de dettes. En un mois, les avis de saisie ont commencé à arriver. J'étais impuissante. Marc avait disparu. Son téléphone déconnecté. Sa nouvelle entreprise, Lefebvre Solutions FinTech, n'était qu'un site web fantôme. Le cabinet du père de Chloé de Montaigne avait publié une déclaration indiquant qu'il n'avait aucune relation commerciale actuelle avec Monsieur Lefebvre. Il avait utilisé sa nouvelle relation pour assurer sa sortie, me laissant faire face aux conséquences. J'ai dû vendre. La vente de l'appartement du Marais, ma maison pendant une décennie, fut un bain de sang. Après les banques, les prêteurs et les frais de justice, je me suis retrouvé avec seulement 4 200 euros et 2 valises. J'ai emménagé dans un studio de 28 mètres carrés à Montreuil, avec de la peinture écaillée et un radiateur qui sifflait comme un serpent. La honte était un poids physique. J'avais 34 ans, j'avais abandonné l'université, j'étais en faillite et divorcé. Les mots de Marc résonnaient dans ma tête. Fardeau. Il ne m'avait pas seulement appelé un fardeau. Il m'en avait fait un point après avoir tout perdu. Je me suis retrouvé dans un petit studio de 28 mètres carrés à Montreuil. Le plafond s'écaillait, le radiateur sifflait comme un serpent paresseux, et l'odeur de la misère semblait s'accrocher au mur. La honte était un poids physique, constant, me rappelant chaque jour la fragilité de ce que j'avais cru être ma vie. J'avais 34 ans, j'étais sans diplôme reconnu, ruiné et divorcé, les mots de Marc résonnant encore dans ma tête, un fardeau. Il m'avait fait un fardeau. Il fallait vivre, manger, payer un loyer, alors j'ai cherché un emploi, n'importe lequel. J'ai fini par trouver un poste de barista au café de l'Atelier, à Saint-Germain-des-Prés, un établissement minimaliste haut de gamme, fréquenté par ces mêmes titans de la finance et de la technologie que Marc avait tant désiré impressionner. L'ironie était amère, mais le loyer n'attendait pas. Je suis devenu une ombre efficace, silencieuse, invisible. C'était exactement ce que je voulais, me fondre dans le décor, servir ces hommes en costume à 3 000 euros qui me regardaient sans me voir, ne sachant pas que la femme qui leur versait leur café se noyait dans une dette créée par l'un des leurs. Ma seule consolation venait dans les creux de la journée, entre la ruée du matin et l'affluence du déjeuner. Je me tenais derrière le comptoir en marbre, un marqueur noir à la main, et j'esquissais sur d'épaisses serviettes couleur crème. Je ne dessinais pas des gens, je dessinais des structures. La façon dont la lumière du matin frappait l'acier du bâtiment d'en face, comment un angle différent maximiserait le chauffage passif, un balcon en porte-à-faux pour un micro-appartement, une conception pour un centre communautaire avec un toit végétal et un système de récupération des eaux de pluie. Mon esprit, en sommeil pendant une décennie, se remettait enfin au travail, produisant des idées avec une énergie désespérée, affamée. Il y avait un habitué que je trouvais curieux. La plupart des clients aboyaient leurs commandes en faisant défiler leur téléphone. Cet homme était différent. Il était grand, dans un costume élégant, pas ostentatoire comme ceux de Marc, mais impeccablement coupé. Il semblait avoir la fin de la trentaine, avec des yeux intenses et analytiques et une gravité tranquille. Il ne parlait jamais au téléphone, il observait. Sa commande était toujours la même, toujours précise,
un long black à 190 degrés et un shot séparé de lait d'avoine chauffé à 60 degrés Celsius. Les autres baristas le trouvaient intimidant. Je trouvais sa précision apaisante. Chaque jour, pendant 2 minutes à 8h15 du matin, je me concentrais pour faire la commande exactement comme il la voulait. Il hochait la tête, payait toujours avec la même carte métallique noire et élégante, et s'asseyait près de la fenêtre où il lisait non pas une tablette, mais des rapports physiques reliés. Il m'a vu, je le sentais. Ses yeux, par moments, s'arrêtaient un peu plus longtemps sur mes esquisses éparses, comme s'il y décelait quelque chose au-delà du simple trait de crayon. Un mardi pluvieux, 6 mois après mes débuts au café de l'atelier, le magasin était vide. Je me perdais dans un croquis, dessinant sur une serviette avec une telle ferveur que le monde extérieur s'estompait. C'était un problème sur lequel je travaillais depuis des semaines, une unité d'habitation modulaire zéro carbone pour les populations déplacées. J'étais tellement concentré sur le système d'assemblage des panneaux imbriqués que je n'ai pas entendu la porte tinter. Je n'ai pas vu l'homme s'approcher du comptoir. Il est resté là pendant 1 minute entière, observant mon stylo voler sur le papier. Finalement, il a parlé, sa voix un baryton grave. C'est une utilisation inefficace de l'espace de traction. Les poteaux porteurs sur l'exposition ouest ne supporteront pas l'atrium que vous avez conçu si vous utilisez du bois de récupération. J'ai sursauté, mon stylo dérapant sur la serviette. J'ai levé les yeux, mortifié, dans les yeux intenses de mon habitué de 8h15. Je suis désolé, monsieur. Je ne vous ai pas vu. Votre commande habituelle. Il m'a ignoré, son regard fixé sur la serviette. Vous sacrifiez l'intégrité structurelle pour l'esthétique. Si vous utilisiez un exosquelette en acier et des murs intérieurs non porteurs, vous pourriez conserver l'atrium et l'élément de chauffage passif. Mais l'assemblage ici, a-t-il pointé d'un long doigt, est tout simplement faux. Vous créez un point de cisaillement. Moi, qui rougissais d'embarras, j'ai soudain senti une étincelle de mon ancien moi, l'architecte. Ce n'est pas du bois de récupération, ai-je dit, ma voix plus ferme. C'est du bois lamellé-collé traité au glulame. La résistance à la traction est comparable à celle de l'acier pour une fraction du poids et du coût carbone. L'assemblage est attenant et mortaise, mais renforcé. Il ne cisaillerait pas. Il distribuerait la charge. Les sourcils de l'homme se sont levés. Une lueur de quelque chose a traversé son visage. Du respect. Glulame, a-t-il médité. Mais la valeur erre dans un environnement très humide comme vous l'avez impliqué avec les collecteurs d'eau de pluie. Le coût d'étanchéité serait astronomique. Ce n'est pas évolutif. Seulement si vous utilisez un scellant chimique, ai-je rétorqué, oubliant que j'étais une barista. Mais si vous utilisez la méthode Yakisugi, en carbonisant la surface, elle devient imperméable, résistante au feu et aux insectes pendant 50 ans. Le coût est initial, mais l'entretien à long terme est presque nul. L'homme est resté silencieux. Il m'a regardé, vraiment regardé, comme s'il me voyait pour la première fois. La barista invisible était soudainement, brusquement visible. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé. Mon visage s'est affaissé. L'étincelle avait disparu. Je n'étais qu'une femme en tablier noir. Je suis Aurore, votre café. Je suis désolé. Je me suis tourné vers la machine, les mains tremblantes, mais il a posé sa main sur le comptoir. Non, Son téléphone, qu'il avait posé sur le comptoir, a vibré. Il l'a regardé, et un masque d'agacement a traversé son visage. Je dois prendre cet appel. Mon café, s'il vous plaît. Il s'est éloigné, le dos tourné vers moi, et a répondu au téléphone. Henri, dites au conseil que je serai là dans 10 minutes et obtenez les schémas pour le projet de Dubaï, les vrais, pas le communiqué de presse. Je veux savoir pourquoi nous dépassons le budget. J'ai préparé le long black et le lait d'avoine chaud, mon cœur battant la chamade. Il a terminé son appel, a pris le café avec un bref hochement de tête, et est parti. Il était parti pendant 1 minute entière avant que je ne réalise qu'il avait oublié son téléphone, le téléphone en métal noir et élégant. Je l'ai ramassé,
avec l'intention de courir après lui, mais l'écran s'est allumé avec une notification, un rappel de calendrier. 10 heures du matin, réunion du conseil de Fournier Vision Urbaine. Et en dessous, le fond d'écran de l'écran de verrouillage. Ce n'était pas une personne. C'était un rendu numérique à couper le souffle d'une ville verte futuriste. Et dans le coin, un nom, Élie Fournier. Le sang d'Aurore s'est glacé. Élie Fournier, le maître de l'innovation, le milliardaire reclus qui avait bifurqué du logiciel vers les villes durables, le fondateur et PDG de Fournier Vision Urbaine, l'homme qui construisait l'avenir, et je venais de discuter avec lui du bois glulam. Il est revenu 3 heures plus tard. La ruée du déjeuner battait son plein, et je gérais la caisse, mon esprit à des millions de kilomètres. Le téléphone noir pesait comme une bombe dans la poche de mon tablier. La foule s'est écartée lorsqu'il est entré. Cette fois, les gens l'ont reconnu. Il y avait des murmures, les clics subtils des appareils photo. Il les a tous ignorés et est allé droit vers moi. « Je crois que vous avez mon téléphone », a-t-il dit, sa voix basse. « Oui, monsieur Fournier. » Je n'ai pas voulu regarder l'écran. Il s'est juste allumé. J'ai fouillé dans ma poche et le lui ai tendu. « Je suis au courant », a-t-il dit, en le rangeant dans sa poche. « Vous êtes Aurore Dubois. » Ce n'était pas une question. Il avait manifestement passé les 3 dernières heures à découvrir exactement qui j'étais. Il savait. Il savait que j'avais abandonné l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette. Il savait que j'étais divorcé de Marc Lefebvre. Il savait probablement pour la dette. La honte était si aiguë que je me suis senti physiquement malade. Je le suis, ai-je dit, me préparant à je ne sais quoi. De la pitié, un renvoi. Élie Fournier n'a fait ni l'un ni l'autre. Il a regardé le comptoir, puis moi. Vous aviez raison pour la méthode Yakisugi. J'ai demandé à mon équipe de faire les calculs. C'est un coût initial 20% plus élevé, mais cela s'amortit sur la durée de vie de la construction. C'est efficace. C'est bien, ai-je réussi à dire. Ce n'est pas seulement bien, a-t-il dit, sa voix impatiente. C'est brillant, c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici à servir du café à 5 €. J'ai tressailli. Ma vie c'est compliqué, monsieur. C'est ce que je vois, a-t-il dit. Il a fouillé dans sa veste de costume et en a sorti une simple carte de visite en papier épais. Il n'y avait que son nom et un numéro. Mon entreprise, Fournier Vision Urbaine, lance le prix inaugural Fournier pour le design urbain durable. C'est une subvention d'1 million d'euros et un contrat pour développer le concept gagnant. La date limite de dépôt des candidatures est dans 2 semaines. Votre croquis sur serviette. Il est plus avancé que la moitié des candidatures que nous avons déjà reçues de cabinets de renommée mondiale. Il a poussé la carte sur le comptoir. Postuler. J'ai regardé la carte. Je ne peux pas. Je ne suis pas architecte diplômé. Je n'ai pas de cabinet. Je suis barista. Je me moque que vous soyez bergère, a dit Élie, ses yeux vifs. Je me soucie du design. Les règles stipulent que c'est ouvert à tous les innovateurs. C'est vous. La date limite est le 15 novembre. Il a commencé à se détourner, puis a fait une pause. Il a regardé le chaos de la ruée du déjeuner, le manager hurlant à propos de la mousse, ma prise crispée sur un chiffon de nettoyage. Et en attendant, a-t-il dit comme une arrière-pensée, mon assistant personnel, Monsieur Henry, est un tyran. Il est si terrifiant que ses propres assistants démissionnent toutes les 2 semaines. Il a besoin d'un assistant. Cela paie substantiellement mieux que cela, et cela exige quelqu'un qui peut gérer des instructions précises en plusieurs étapes sous pression. Il a jeté un petit coup d'œil presque imperceptible à la machine à espresso. Si vous pouvez réussir ma commande de café tous les jours pendant 3 mois sans erreur, a-t-il dit, vous pourrez gérer Monsieur Henry. Mon bureau est à 3 pâtés de maison d'ici. Soyez là à 7 heures du matin demain si vous voulez le poste. Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est retourné et est sorti, laissant tout le café bourdonner sur son passage.
J'ai regardé la carte de visite. J'ai regardé la file de clients impatients. J'ai regardé la machine à espresso. J'avais 2 semaines pour réaliser le design le plus important de ma vie. Et j'avais un entretien d'embauche à 7 heures du matin avec l'assistant tyran d'un milliardaire. J'ai défait mon tablier, l'ai jeté sur le comptoir, et suis sorti par la porte, ignorant le cri choqué de mon manager. Pour la première fois depuis 1 an, je ne fuyais pas quelque chose. Je courais vers cela. Le hall du siège de Fournier Vision Urbaine à La Défense n'était pas tant un immeuble de bureau qu'une cathédrale de l'avenir. Un mur végétal de 15 mètres respirait de l'oxygène dans l'air, et des modèles holographiques de villes vertes flottaient dans l'atrium. Moi, vêtu du seul blazer décent que je possédais, je me sentais comme une imposture. Mais l'homme que j'ai rencontré, Monsieur Henry, n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il était plus âgé, impeccablement vêtu, et avait le regard calme, omniscient d'un homme qui avait survécu à des décennies de guerre corporative. Ce n'était pas un hurleur. C'était pire. Il était précis. Monsieur Fournier croit que vous en êtes capable, a dit Henry, sa voix coupée. Je crois que vous êtes une barista. Nous sommes dans une impasse. Votre travail est simple. Vous gérez mon emploi du temps, qui gère son emploi du temps. Vous serez le pare-feu entre le monde et moi. Le dernier assistant a commandé un cappuccino à Monsieur Fournier. Ne soyez pas la dernière assistante. Le travail était brutal. C'était des journées de 16 heures. C'était un déluge d'informations logistiques et de demandes impossibles. Mais je m'épanouissais. Gérer la logistique complexe de la vie d'Élie Fournier, coordonner avec 3 continents, affréter des jets, formater des rapports d'ingénierie complexes, c'était comme l'architecture. Il s'agissait de voir toute la structure et de faire en sorte que toutes les pièces s'ajustent. J'étais doué pour cela. Monsieur Henry m'a même fait un bref signe d'approbation après ma première semaine. Élie Fournier lui-même était un flou. Il entrait et sortait, une force de la nature, toujours au téléphone, toujours en train de résoudre une crise, mais il s'arrêtait parfois à mon bureau. « Comment avance la candidature ?» demandait-il, sans ralentir sa marche. « Elle avance », répondais-je. Chaque soir, je rentrais chez moi dans mon petit studio de Montreuil, les pieds douloureux, le cerveau épuisé, et je travaillais. Je travaillais sur mon projet, le projet Phoenix. Je l'ai appelé une communauté modulaire, évolutive, autosuffisante, construite en bois glulam traité au yakisugi et alimentée par des panneaux solaires intégrés. C'était le meilleur travail que j'ai jamais fait. J'étais à 2 jours de la date limite lorsque le passé est revenu dans ma vie. Je traversais le hall, portant une pile de plans pour le projet de Dubaï, lorsqu'une voix familière et redoutée a prononcé mon nom. Aurore, mon Dieu, Aurore Dubois. Je me suis figé. Je me suis retourné. Il était là. Marc Lefebvre. Il avait l'air différent. Son costume cher était légèrement froissé. Sa coupe de cheveux puissante était un peu trop longue. Mais son sourire arrogant était bien en place. Marc, ai-je dit, ma voix plate. Que fais-tu ici ? A-t-il demandé, ses yeux me parcourant, notant mon badge d'identification Fournier Vision Urbaine. Il a ri d'un son court et laid. Ne me dis pas. Tu es la fille du café ici aussi. Je suppose que c'est une promotion. Je suis l'assistante exécutive de Monsieur Henry, ai-je dit, le menton haut. Que fais-tu ici, Marc ? Je pensais que tu serais aux îles Caïmans maintenant. Son sourire arrogant a vacillé. Les choses ont changé. Chloé et moi faisions une pause. Écoute, Aurore. J'ai réfléchi. J'ai été un idiot. Tout ça. J'étais sous beaucoup de pression. Ce que nous avions, c'était réel. Il a fait un pas de plus. Je suis resté immobile. Tu m'as laissé avec 500 000 € de dettes frauduleuses, Marc. Ce que nous avions était une scène de crime. Il a eu la grâce d'avoir l'air agacé. Des détails techniques. Écoute, c'est le destin. Toi, me rencontrer.
Je suis ici pour présenter ma start-up à Élie Fournier. Il est impossible d'obtenir un rendez-vous avec lui. Ils m'ont mis dans une sorte de cattle call avec un jeune capital risqueur. Il s'est penché, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. Tu es à l'intérieur. Tu travailles pour son bras droit. Tu pourrais dire un mot pour moi. Mettre mon dossier sur son bureau. Pour le bon vieux temps, pense-y. Toi et moi ensemble à nouveau avec le soutien de Fournier Vision Urbaine. Nous pourrions tout récupérer. J'ai regardé Marc. La sangsue, le parasite. Il n'avait pas changé du tout. Il ne me voyait pas. Il voyait un angle, une opportunité, un outil. Je dois apporter ces plans à Monsieur Henry, ai-je dit, ma voix comme de la glace. J'ai contourné Marc. Son visage s'est contorsionné, le faux charme s'est évaporé, révélant l'homme brut et amer en dessous. Oh, je comprends, a-t-il ricané, sa voix assez forte pour que l'agent de sécurité lève la tête. Tu couches avec lui, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu as eu le poste. Tu es la protégée de Fournier. J'ai continué à marcher, le dos droit, mes talons claquant sur le marbre. Tu n'es toujours qu'une barista, Aurore, a-t-il crié derrière moi. Tu es un fardeau, et tu seras toujours un fardeau. N'oublie pas qui tu es. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans l'ascenseur et ce n'est que lorsque la porte en acier poli s'est refermée que j'ai permis à mes mains de trembler. Il avait tort. Je savais exactement qui j'étais. Je suis retourné à mon bureau et, d'une main ferme, j'ai cliqué sur envoyer pour ma candidature au prix Fournier Vision Urbaine. Les semaines qui suivirent furent une tempête silencieuse. J'ai continué mon travail pour Monsieur Henry, mon efficacité devenant légendaire. J'avais remboursé une partie de ma dette avec mon nouveau salaire et j'avais même intenté une contre-poursuite pour fraude contre Marc, avec l'aide d'un avocat recommandé par Sarah Jenkins. Élie Fournier n'a jamais mentionné le prix. J'ai supposé que ma candidature s'était évanouie dans l'éther numérique avec des milliers d'autres. Puis un lundi, Monsieur Henry m'a appelé dans son bureau. « Félicitations, mademoiselle Dubois », a-t-il dit sans l'ombre d'un sourire. « Vous êtes l'une des 5 finalistes du prix Fournier. » Mon monde s'est arrêté. Quoi? Votre projet Phoenix. Le conseil a été impressionné. La présentation finale au juge aura lieu dans 2 semaines, lors du gala annuel de Fournier Vision Urbaine au Théâtre du Châtelet. Monsieur Fournier s'attend à ce que vous gagnez. Monsieur Fournier. Il se récuse du vote final, évidemment, a dit Henry. Mais sa note sur votre dossier était succincte. Elle disait le construire cela. Alors, je vous suggère de ne pas le décevoir. Je suis sorti, hébété, finaliste. La nouvelle a été annoncée le lendemain dans un communiqué de presse officiel. Et c'est là que Marc a fait son coup. Cela a commencé sur un blog d'affaires sulfureux appelé le Murmure économique. Le titre était explosif. Scandale dans l'équipe d'Élie Fournier, son assistante, finaliste de son propre prix d'1 million d'euros. L'article était virulent. Il me dépeignait comme une ex-femme disqualifiée et bafouée, une barista devenue maîtresse. Il citait des sources anonymes affirmant que ma conception présentait des similitudes frappantes avec un design conceptuel obscur d'un cabinet d'architecture bruxellois de 2018. Il insinuait que j'étais une profiteuse sans talent et que le prix était une imposture, un cadeau d'un milliardaire à sa nouvelle petite amie. J'étais horrifié. Ce n'est pas vrai. Rien de tout cela, ai-je dit à Élie, faisant irruption dans son bureau, une rare entorse au protocole. Le design belge, oui, il est similaire, mais le mien est structurellement différent. L'assemblage, les matériaux, j'ai développé mon concept il y a des années, à l'université. Le visage d'Élie Fournier était un masque de froide fureur. Il lisait l'article sur son écran. Il source bien ses informations. Il connaît le cabinet belge. C'est une attaque profonde. Ce n'est pas seulement Marc. Il a de l'aide. Chloé de Montaigne. Cela devait être elle. Sa famille avait les contacts en relations publiques pour planter une histoire comme celle-ci.
Marc essayait de détruire ma réputation pour masquer ses propres échecs. S'il ne pouvait pas entrer chez Ellie, il incendierait ma nouvelle vie. Le conseil panique, a dit Ellie en se levant. L'intégrité du prix est en jeu. Ils ont convoqué une audience d'éthique d'urgence pour vous demain. Que dois-je faire, ai-je demandé, ma voix tremblante. Battez-vous, a dit Ellie, sa voix dure. Je ne peux pas interférer. Si je le fais, cela prouve leur point. C'est votre bataille, Aurore. Prouvez que c'est la vôtre. Montrez-leur votre travail. Tout. L'audience d'éthique fut une chambre stellaire. 5 membres du conseil, le comité du prix et le conseiller juridique de Fournier Vision Urbaine, tous me fixant de l'autre côté d'une table en acajou de 9 mètres de long. Mademoiselle Dubois, a commencé la membre principale du conseil, une femme sévère nommée Madame Leclerc. Ce sont des allégations graves. L'article du murmure économique est dommageable et les similitudes avec le projet belge sont préoccupantes. Ce n'est pas seulement préoccupant. C'est un cas clair de plagiat, a murmuré un autre membre du conseil. Ma peur a été remplacée par une soudaine colère froide. Ce n'était pas l'affaire de Marc. C'était la mienne. Ce n'est pas du plagiat, ai-je dit, ma voix claire et forte. Je me suis avancé devant la pièce et j'ai branché mon ordinateur portable au projecteur. Je n'ai pas montré mon rendu final du projet Phoenix. Au lieu de cela, j'ai montré une image numérisée d'un cahier jauni taché de café. Ceci est mon portfolio de thèse de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette de 2015, il y a 10 ans. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, un croquis détaillé d'une communauté modulaire autosuffisante. Les concepts de base étaient tous là, le glulam, les panneaux imbriqués, le toit végétal. Et ceci, ai-je cliqué à nouveau, est une photo d'une serviette. Un murmure a traversé la pièce. C'était mon croquis du café de l'atelier, celui sur lequel je travaillais quand Ellie m'a parlé pour la première fois. Je l'avais gardé. Et ceci, ai-je dit, est une chronologie. Mes designs de 2015 à cette année. Et ceci est le projet belge, qui a été publié en 2018, 3 ans après ma thèse initiale. Leur concept est beau, mais il est structurellement inviable. C'est une œuvre d'art. Le mien fonctionne. J'ai passé l'heure suivante à leur expliquer l'ingénierie, la science des matériaux, la méthode Yakisugi, les calculs de charge. Je n'ai pas seulement défendu mon design. Je leur ai enseigné pourquoi il était supérieur. Quand j'ai eu fini, la pièce était silencieuse. Madame Leclerc a regardé ses collègues du conseil. Elle m'a ensuite regardé, un nouveau respect dans ses yeux. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit. Merci de cette clarification. Le comité d'éthique juge ces allégations absolument sans fondement. Votre place de finaliste est assurée. Maintenant, veuillez nous en dire plus sur le stockage de masse thermique. J'avais gagné. Le théâtre du Châtelet, à Paris, était un univers différent. Le grand promenoir était une mer de cravates noires et de robes de haute couture, un océan chatoyant de pouvoir. La lumière des énormes lustres en étoiles scintillait sur des millions d'euros de diamants, et l'air bourdonnait du ronronnement bas et confiant de l'élite mondiale. Investisseurs, politiciens, titans de la technologie et philanthropes, ils étaient tous là pour le gala inaugural du prix Fournier Vision Urbaine. Je me sentais comme un fantôme hantant un palais. Je serrais ma petite pochette empruntée, mes jointures blanches. Ma robe, une élégante robe de soie bleu profond que Sarah m'avait forcé à acheter avec mon premier salaire, me semblait être un costume. Il y a un an, je portais un tablier noir taché et sentais les grains de café brûlés, invisibles pour des gens comme ceux-là. Ce soir, j'étais l'une d'entre eux, une finaliste. Le syndrome de l'imposteur était si fort qu'il était presque paralysant. Vous avez l'air terrifiée, mademoiselle Dubois. J'ai sursauté. Monsieur Henry, d'une élégance impossible dans son smoking classique, était à mon coude, une flûte de champagne à la main. C'est beaucoup, ai-je admis, en désignant la foule. J'ai l'impression que je devrais prendre leur manteau. Absurdité.
Henri a dit, son ton ferme. Vous êtes ici parce que votre travail est supérieur. Ne les regardez pas comme des lions. Regardez-les comme des clients potentiels. Maintenant, arrêtez de vous cacher derrière le pilier. Les présentations commencent dans 5 minutes. J'étais assise à une table près de l'avant avec les 4 autres finalistes. La tension était palpable. J'ai évalué mes concurrents. Il y avait la docteure Lena Schmidt de l'EPFL, une femme sévère avec un modèle d'IA brillant et terrifiant de complexité pour les réseaux électriques décentralisés. Il y avait Javier Rossi, un charismatique fondateur de biotechnologie brésilien, dont le discours sur les algues mangeuses de plastique était si convaincant qu'il avait déjà reçu une standing ovation lors d'une conférence TED. C'étaient des géants. Je n'étais qu'aurore. Et maintenant notre dernière finaliste, a annoncé l'hôte, un célèbre présentateur de nouvelles. Une innovatrice locale de Paris, Mademoiselle Aurore Dubois, présentant le projet Phoenix. Un applaudissement poli, presque discret. J'étais l'inconnu, la carte sauvage. Mon cœur battait contre mes côtes. J'ai marché vers la scène, mes talons claquant sur le sol poli. J'ai dépassé la table de devant et mes yeux ont rencontré ceux d'Élie Fournier. Il me regardait, son expression illisible et tendue. Il n'était pas avec les autres cadres. Il était assis seul à sa table, un seul verre d'eau devant lui. Alors que je passais, il m'a fait un signe de tête singulier et définitif. Ce n'était pas un encouragement. C'était un ordre, gagne. J'ai pris une profonde inspiration, me suis tenu au pupitre et regardé la mer de visage. Qu'est-ce qu'une maison, ai-je commencé, ma voix tremblant une seconde avant de se solidifier. Nous parlons beaucoup ici de données, de carbone, d'IA. Mais qu'en est-il de la dignité? Qu'en est-il d'un lieu où l'on se sent en sécurité? J'ai cliqué sur ma première diapositive. Ce n'était pas un rendu. C'était une photo d'un bâtiment incendié dans le 19e arrondissement de Paris. Nos villes sont pleines de gens qui ont perdu leur maison à cause des incendies, des inondations, de la ruine financière. Nous leur disons de se débrouiller seuls, mais nous leur avons enlevé leurs bottes. J'ai cliqué à nouveau, mon premier croquis sur serviette. J'ai commencé ce design non pas en tant qu'architecte, mais en tant que quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait d'être déplacé. J'étais au plus bas. On m'a dit que j'étais un fardeau. Ma voix était calme, mais le microphone a capté chaque mot. La pièce, qui bruissait, est devenue complètement silencieuse. J'ai commencé à réfléchir à ce mot, fardeau. Que signifie-t-il, une charge, un poids? Mais que se passerait-il si les structures qui nous portent n'étaient pas vues comme un coût, mais comme un investissement? J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Un schéma détaillé de mon assemblage glulam yakisugi. Au Japon, il existe une technique ancienne appelée yakisugi. Vous prenez du bois de cèdre et vous le carbonisez. Vous le mettez au feu. Vous le brûlez jusqu'à ce que la surface soit noire et fissurée. Un murmure a traversé la foule. Cela semble destructeur. J'ai continué, ma voix gagnant en puissance. Cela semble comme si vous ruiniez le matériau, mais ce que vous faites en réalité, c'est le rendre plus fort. Le feu, il rend le bois imperméable. Il le rend ignifuge. Il le rend insectifuge pendant des décennies. Vous ne le détruisez pas. Vous le forgez. J'ai cliqué sur le rendu final à couper le souffle du projet Phoenix. Sa façade en bois carbonisé et vert brillait sous le soleil numérique, des toits verts visibles à tous les niveaux. C'est le projet Phoenix. Pas seulement un logement modulaire. C'est une déclaration. C'est une structure construite sur l'idée que ce qui a été brûlé peut être reconstruit plus fort. Il est zéro. Carbone, autosuffisant et évolutif. Ce n'est pas seulement une maison. C'est une forteresse de dignité. Merci. Pendant 5 secondes complètes, il y eut un silence absolu. Mon cœur s'est arrêté. Il détestait cela. C'était trop personnel. Puis une seule personne au premier rang s'est levée. Élie Fournier.
Il n'a pas seulement applaudi. Il a applaudi, ses mains frappant ensemble avec un rythme délibéré et puissant. Cette seule action a brisé le barrage. Le théâtre entier a éclaté. Les applaudissements furent retentissants, une véritable vague d'approbation. C'était plus que ce que les autres avaient reçu. C'était une ovation. Tremblante, je suis descendu de scène. 1 heure plus tard, après un dîner tendu, l'hôte était de retour au pupitre. Les juges ont délibéré. Ce fut, ont-ils dit, la décision la plus difficile de leur carrière. L'innovation, la passion, c'était extraordinaire. Je tenais la main de Sarah Jenkins sous la table, elle s'était glissée depuis la table du service juridique. Respirez, a chuchoté Sarah. La lauréate du prix Fournier inaugural et de la subvention d'1 million d'euros est Aurore Dubois pour le projet Phoenix. Le monde s'est dissous en un bruit lumineux et rugissant. Sarah criait à mon oreille. Monsieur Henry, à la table d'à côté, était debout, un sourire de fierté authentique et non filtré sur son visage. Je ne pouvais pas bouger. J'étais figé, des larmes brouillant ma vision. Allez, mademoiselle Dubois, a dit Henry, apparaissant à mes côtés. Vous l'avez mérité. Allez-y. Je suis monté sur scène en trébuchant, le trophée en cristal me semblant d'une lourdeur impossible. J'ai regardé la foule, Ellie, qui était toujours debout, ses yeux rivés sur les miens. J'ai bégayé, puis j'ai ri, essuyant une larme. Il y a 1 an, je servais du café. Je faisais des croquis sur des serviettes parce que je ne pouvais pas me permettre un bloc-notes. Je veux juste dire à quiconque se sent rejeté. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste non forgé. Merci. Merci, monsieur Henry, de m'avoir appris que la précision est une forme d'art. Et merci, monsieur Fournier. Merci d'avoir vu le potentiel dans une serviette. La réception qui a suivi fut un tourbillon. Je n'étais plus un fantôme. J'étais le soleil. 12 de personnes se sont pressées autour de moi, me tendant des cartes de visite. Aurore Dubois, Robert Ken, bureau du maire adjoint. Nous devons parler de cela pour le réaménagement du centre-ville. Mademoiselle Dubois, un mot. Je suis de l'autorité d'investissement d'Abu Dhabi. Vos réflexions sur la mise à l'échelle de cela pour un climat aride. Le concept Yakazuji était génial, mademoiselle Dubois. Purement génial. Je suis un magnate de l'immobilier lyonnais. J'ai des questions sur la chaîne d'approvisionnement. Je répondais à tout cela avec confiance. Je n'étais pas une imposture. J'étais une architecte. Je connaissais les réponses. Je connaissais la capacité portante, les valeurs R, la logistique de la chaîne d'approvisionnement. J'étais dans mon élément, la reine du bal. Regardez-vous, a chuchoté Sarah, en me tendant un verre de champagne frais. Vous êtes une naturelle, Aurore. Vous êtes un requin maintenant. Non. J'ai souri, me sentant vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. Je ne suis qu'une architecte. Et puis l'air s'est rafraîchi. La foule autour de moi s'est écartée sous une pression invisible, les repoussant. Eh bien, bravo. Aurore. Bravo. Je me suis figé. Cette voix, le ton mielleux et condescendant que j'avais entendu dans mes cauchemars. Je me suis retourné. Marc Lefebvre. Il se tenait là, une flûte de champagne à la main, son costume juste un peu trop brillant, ses cheveux lissés en arrière. À côté de lui, paré de diamants qui ressemblaient à de la glace, se tenait Chloé de Montaigne. Son visage était un masque de dédain aristocratique et ennuyé. Marc, ai-je dit, ma voix se transformant en acier. Tu n'es pas sur la liste. Le père de Chloé a une table. Marc a ricané, désignant Chloé, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec une bonne histoire triste. Perdre sa maison à un moment difficile. Très dramatique. Tu les as parfaitement joués. Je te l'accorde.
Le maire adjoint et le magnate lyonnais ont échangé des regards gênés. C'était une scène. Ne sois pas un porc, Marc, a sifflé Chloé, sa voix comme du verre brisé. Elle a eu de la chance. Un vote de pitié. Le projet est une chimère. Il ne sera jamais construit. Marc l'a ignoré, ses yeux fixés sur moi, un sourire grotesque et calculateur se répandant sur son visage. Il était désespéré. C'était sa dernière chance. Écoute, Aurore, a-t-il dit, s'approchant, baissant la voix en un murmure conspirateur. Félicitations. Sérieusement, ce prix d'1 million d'euros, c'est un excellent début. Mais maintenant, il faut gérer une entreprise. Il faut un partenaire. Quelqu'un qui connaît le marché. Ma start-up FinTech. Nous pouvons pivoter. Pensive Phoenix Capital, mon expertise commerciale, ton design, ton prix. Nous pourrions tout récupérer pour le bon vieux temps. Il essayait de mettre la main sur l'argent de mon prix. Après tout, après la dette, la fraude, l'humiliation, il se tenait ici, essayant encore de profiter de moi. J'ai regardé Marc, ses yeux avides et cupides, sa bouche faible et cruelle. La peur avait disparu. La honte avait disparu. Tout ce qui restait était une colère froide, pure et juste. La dernière fois que j'ai fait équipe avec toi, Marc, ai-je dit, ma voix claire et coupante. Je me suis retrouvé avec 500 000 € de dettes frauduleuses, vêtu d'un tablier de barista. Maintenant, éloigne-toi de moi. Le visage de Marc s'est contorsionné. Le faux charme s'est évaporé, révélant l'échec brut et amer en dessous. Il n'avait pas réussi à convaincre Ellie. Il n'avait pas réussi à me saboter. Et maintenant, il n'avait pas réussi à mettre la main sur mon argent. Il ne lui restait que sa cruauté. Oh, je comprends, a-t-il dit, sa voix montant, attirant l'attention de tous les environs. La musique dans la pièce a semblé s'estomper. Tu penses être meilleur que moi maintenant, n'est-ce pas? Tu penses que gagner ce jouet fait de toi quelque chose. Tu n'es toujours qu'Aurore Dubois, la fille de Montreuil. Marc, tais-toi. Chloé a sifflé, son visage pâle de fureur et d'embarras. Non, a-t-il crié, en lui retirant son bras. Elle a besoin d'entendre ça. Ils ont tous besoin de voir qui tu es vraiment. Il m'a pointé du doigt. Tu penses qu'ils te respectent. Ils te plaignent. Tu es une œuvre de charité. Tu sais que c'est moi qu'ils devraient remercier. Si je ne l'avais pas larguée, elle serait encore dans ma cuisine à faire du risotto. De rien. De rien pour ça. Il était déchaîné, son visage rouge. Tout le gala regardait maintenant. Ne comprends-tu pas, a-t-il craché, sa voix se brisant. Peu importe la robe que tu portes. Tu es toujours la même personne, la femme qui n'a même pas pu garder son mari. Tu étais un fardeau alors, et tu n'es qu'un fardeau glorifié maintenant. Sur ses talons. Il a de nouveau pointé du doigt, cette fois-ci au-delà de moi, vers l'homme qui venait d'arriver, silencieux comme une ombre. Élie Fournier. Le silence dans la pièce était absolu. C'était si calme que j'ai pu entendre le cliquetis d'un glaçon dans un verre lointain. Élie se tenait à côté de moi. Il n'a pas regardé Marc. Il a regardé le maire adjoint, le magnate lyonnais et les autres investisseurs qui observaient son visage, calme et analytique. Monsieur Lefebvre, a dit Élie, sa voix pas forte, mais portant dans le silence. Votre évaluation du caractère est notée. Il a ensuite regardé Marc pour la première fois, son regard plat et froid. Vous avez regardé cette femme, et vous avez vu un passif, un fardeau, comme vous le répétez si publiquement. Vous avez vu un coût à réduire, une dépense à écarter. Il a tourné son regard vers moi et devant les personnes les plus puissantes de Paris, son expression s'est adoucie. Je regarde Aurore Dubois, a-t-il dit, sa voix résonnant avec une autorité absolue, et je vois l'architecte qui, il y a seulement 30 minutes, a battu 2000 des meilleurs innovateurs du monde pour remporter le prix Fournier Vision Urbaine. Les investisseurs ont hoché la tête. C'était un fait. Je vois la stratège,
a poursuivi Ellie, qui, au cours de ses 2 premiers mois en tant qu'assistante exécutive, a analysé et reconstruit la planification logistique de mon équipe de direction. Un problème, je pourrais ajouter, que mes consultants à 350 € de l'heure n'ont pas pu résoudre. Une solution qui a permis à mon entreprise d'économiser 40 millions d'euros en inefficacités opérationnelles en un seul trimestre. Un souffle a traversé la pièce. Les sourcils du maire adjoint se sont levés. Ce n'était pas un cas de pitié. C'était un génie caché. Je vois la partenaire, a dit Ellie, à qui je confie l'avenir de cette ville. Il s'est tourné vers la foule stupéfaite. Fournier Vision Urbaine, en partenariat avec la ville de Paris, annonce officiellement le grand projet de réaménagement de la rive gauche, un contrat de 5 milliards d'euros pour construire la prochaine génération de vie urbaine durable. Mademoiselle Dubois le dirigera. Son design, son équipe, sa vision. La mâchoire de Marc s'était littéralement décrochée. Son visage était blanc comme la craie. Ellie Fournier a regardé Marc une dernière fois, sa voix tombant dans un murmure mortel final. Donc, vous avez raison d'une certaine manière, monsieur Lefebvre. Tout dépend de ce que vous voyez. Il m'a ensuite regardé, et sa voix était pour moi, mais le monde entier l'a entendu. Vous avez vu un fardeau. Je vois la femme pour qui je bâtirai le monde. Échec et mat. Le silence a été brisé par un claquement sec. Chloé de Montaigne avait giflé Marc Lefebvre. Espèce d'idiot. A-t-elle sifflé, sa voix vibrant de rage. Elle n'était pas en colère contre l'insulte envers Aurore. Elle était en colère contre l'insulte envers son propre portefeuille. Tu as associé le nom de notre famille à un échec. Elle ne parlait pas d'Aurore. Elle parlait de lui. Elle a fait demi-tour et est partie en trombe, laissant Marc seul, le visage rouge vif avec l'empreinte de la main. 2 des agents de sécurité personnelle d'Ellie, qui étaient en attente, se sont matérialisés. Monsieur Lefebvre, a dit Ellie en leur faisant signe. Je crois que vous êtes à la mauvaise fête. Alors que les gardes prenaient Marc par le bras, il a fait une dernière tentative pathétique. Elle sera aussi un fardeau pour vous, Fournier. Vous verrez. C'est une sangsue. Elle vous ruinera. Mais personne n'écoutait. Ils étaient tous en train d'encercler Aurore, une frénésie de félicitations et d'offres de partenariat. Mademoiselle Dubois, ma carte. 5 milliards. Mon Dieu. Nous devons déjeuner. Mademoiselle Dubois. Ellie a levé une main. La foule a fait une pause. Il a doucement pris mon coude. Je crois que ma partenaire a besoin d'air. Il m'a guidé à travers la foule, qui s'est écartée pour nous comme si nous étions de la royauté, et nous sommes sortis sur un balcon privé et calme surplombant la ville. Le bruit du gala s'est estompé, remplacé par le son lointain de la circulation urbaine. Je me suis appuyé contre la balustrade, l'air froid de la nuit frappant mon visage. Je tremblais non pas de peur, mais d'adrénaline. Vous n'aviez pas à faire cela, ai-je chuchoté. Oui, je devais le faire, a dit Ellie, debout à mes côtés. Il a regardé la ligne d'horizon. Son évaluation était erronée. Elle nécessitait une correction. J'ai ri d'un vrai rire tremblant. C'était une sacrée correction. Le grand projet de réaménagement de la rive gauche, 5 milliards d'euros. C'était réel. Ellie s'est tournée vers moi, un sourire rare, presque imperceptible, effleurant ses lèvres. Les contrats sont en cours de rédaction demain. Je vous l'ai dit, mademoiselle Dubois, je voulais que ce bâtiment soit construit. Je n'ai juste pas vu l'intérêt de l'annoncer avant que l'architecte ne soit disponible. Vous saviez que je gagnerais, ai-je dit, réalisant la chose. Je savais que votre design était le seul qui comptait, a-t-il corrigé. Il m'a regardé, ses yeux sérieux. Marc Lefebvre n'a jamais compris la valeur. Il pensait que la valeur était quelque chose que l'on prenait. Il pensait que les gens étaient des actifs ou des passifs. Il a désigné la ville, s'étendant devant nous comme un tapis de lumière. Vous, a-t-il dit, sa voix calme, vous êtes le fondement. 6 mois plus tard,
le théâtre du Châtelet me semblait un souvenir lointain. Je me tenais sur une poutre en acier à 50 étages au-dessus de Paris. Je portais un casque blanc et un harnais de sécurité, et les plans serrés dans ma main étaient les miens. Le projet Phénix n'était plus seulement un rendu. Il s'élevait. Après le gala, Élie avait tenu parole. Il ne m'avait pas seulement donné le contrat du projet Rive Gauche. Il m'avait fait partenaire d'une nouvelle division de Fournier Vision Urbaine, Fournier Habitat. Je n'étais plus assistante. J'étais directrice de la conception. J'ai regardé le chantier animé. Mon design, le glulam traité Yakisugi, les fenêtres en verre solaire. Tout était réel. C'était une maison pour des milliers de personnes. Un modèle pour l'avenir. La bataille juridique avec Marc était terminée. Armé de l'équipe juridique d'Élie, l'affaire de fraude fut une évidence. Marc Lefebvre, il s'est avéré, était également sous enquête pour avoir fraudé les montagnes. Il avait tout perdu, sa société fictive, sa relation et sa liberté. Il faisait face à une peine de prison. Ma dette a été annulée, jugée frauduleuse, et j'ai reçu une somme importante en dommages et intérêts, que j'ai rapidement donnée à un fonds d'aide juridique pour les survivants de violences économiques. J'étais financièrement libre. J'étais créativement libre. L'ascenseur de chantier a retenti et Élie Fournier est sorti sur la poutre, me rejoignant. Il ne portait pas de costume, mais des bottes de travail et un casque qui lui allaient étonnamment bien. Pendant des mois, notre relation avait été intensément professionnelle. Nous étions partenaires au sens le plus vrai du terme. Nous nous disputions sur les schémas. Nous célébrions les percées en ingénierie. Et nous travaillions 20 heures par jour côte à côte. Le respect entre nous était absolu. Mais dans les moments calmes, en regardant les plans à 2 heures du matin, quelque chose d'autre avait grandi. Une affection profonde et tacite. La façade ouest est montée, ai-je dit en désignant. Le chauffage passif fonctionne déjà mieux que prévu. Nous avons 3 semaines d'avance sur le calendrier. Je sais, a dit Élie. Il ne regardait pas le bâtiment. Il me regardait. C'est magnifique, Aurore. Nous l'avons construit, ai-je dit, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Vous l'avez conçu, a-t-il corrigé. Vous m'avez juste laissé vous aider. Il a déroulé un autre jeu de plans qu'il portait. J'ai regardé et mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas le projet de la rive gauche. C'était mon croquis de serviette, le centre communautaire. Le conseil municipal a approuvé le zonage ce matin, a dit Élie doucement. Le terrain à Montreuil, il est à nous. Votre premier projet solo Fournier Habitat. Le financement est déjà sécurisé. J'ai regardé des plans à son visage. Il s'était souvenu du croquis que j'avais fait quand j'étais une barista brisée, invisible. Il avait pris mon plus petit, mon plus désespéré des rêves et l'avait rendu réel. Élie, ai-je chuchoté. C'est pourquoi. Parce que vous aviez raison, a-t-il dit, sa voix basse. À propos du glulam, à propos du yakisugi, à propos de l'architecture comme étant l'espoir. Il a tendu la main, non pas pour me toucher, mais pour tapoter doucement le plan dans ma main. Vous êtes l'architecte de l'avenir, Aurore Dubois. Je ne suis que l'ingénieur qui a la chance de vous aider à le construire. J'ai regardé la ville. Ma ville. Je n'étais plus un fardeau. J'étais le fondement. Qu'est-ce qui suit, a demandé Élie, debout à mes côtés, nos épaules presque se touchant, partenaires à tous égards. J'ai souri, le vent fouettant mes cheveux. Nous construisons. Dans le grand théâtre de la vie, certains se contentent des décors, d'autres construisent l'édifice. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue fondamentalement ces deux approches de l'existence? Que pensez-vous du chemin qu'Aurore a choisi? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours, chaque mot compte pour moi. Si ce récit vous a touché, ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de le partager avec une personne que cela pourrait émouvoir, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire, et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous.